Salut les pingouins, j'ai réalisé toute mon installation électrique tout seul, du coup j'ai économisé plein d'argent, mais si c'est à refaire, il y a pas mal de choses que je ferais différemment, déjà pour économiser encore plus d'argent, et puis aussi pour me simplifier la vie. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ça, et je vais aussi vous donner des conseils que moi j'aurais bien aimé avoir avant de commencer mon installation électrique. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo. Bon déjà, je pense que vous le voyez, mais ma maison c'est une petite maison, elle fait que 32 mètres carrés et pourtant j'ai vraiment beaucoup de disjoncteurs. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est parce que moi j'ai préféré que ça soit très modulaire. Par exemple sur les circuits de prise, normalement avec ce que j'ai installé, je pourrais mettre 12 prises, mais j'ai préféré en installer que 8 pour plus tard pouvoir en rajouter 2-3 sans avoir à modifier le reste de l'installation. Mais du coup forcément, ça me coûte un petit peu plus cher de faire ça. J'ai fait aussi le choix de mettre plutôt un disjoncteur par pièce, du coup c'est hyper pratique parce que si je veux couper le salon, j'ai un disjoncteur, ça coupe que le salon. Mais là c'est pareil, forcément ça me demande un peu plus de disjoncteurs d'installer ça et donc ça fait un coût supplémentaire parce que chaque disjoncteur forcément ça coûte plus cher et aussi au niveau des circuits électriques ça demande un petit peu plus de fil de faire ça. Si on veut faire des économies sur son installation électrique, ce qu'on peut faire c'est vraiment suivre le minimum qu'impose la norme électrique. Généralement ce sera suffisant pour la plupart des maisons, la plupart des besoins, mais par contre ça peut manquer de praticité. Moi par exemple j'aime bien avoir des prises sur quasiment tous les murs dans chaque pièce, du coup dès que j'ai besoin de brancher un truc je sais que j'ai pas besoin de mettre une rallonge ou une multiprise, mais ça coûte plus cher et une façon d'économiser c'est vraiment de mettre le minimum. Il y a aussi pas mal de disjoncteurs parce que pour certains appareils j'ai un disjoncteur par appareil, par exemple c'est le cas du lave-linge, c'est le cas du lave-vaisselle, c'est le cas du four, de la plaque de cuisson. Et là c'est pareil, plus c'est divisé, plus c'est pratique parce que dès qu'on a un problème, qu'on a besoin d'intervenir quelque part, on peut juste couper le circuit en question et ça coupe pas la moitié de la maison. Donc moi je trouve ça assez pratique. Bon alors toute la partie électrique ça coûte vraiment super cher. Donc déjà tout ce qui est disjoncteur, différentiel et tout ça évidemment. Mais il y a aussi ce qui m'a beaucoup surpris, c'est tout ce qui est plastique, les goulottes, même juste les portes pour fermer tout ça, c'est super cher je trouve pour ce que c'est juste du plastique. Il y a pas mal de choses que j'ai acheté en magasin physique parce que c'est quand même pratique. Surtout quand tu en manques juste un ou deux d'aller faire l'aller-retour dans un magasin physique, mais c'est beaucoup moins cher sur internet et vraiment ça vaut le coup de commander sur internet je trouve. Une autre astuce aussi c'est que quand on fait toute une maison on va avoir besoin de beaucoup de prises, beaucoup de disjoncteurs et souvent il y a des ventes par lot que ce soit en magasin physique ou sur internet et ça peut valoir le coup d'acheter 10 disjoncteurs d'un lot ou même au niveau des prises et des interrupteurs d'acheter par lot, ça permet de faire des économies. La plupart de mes équipements c'est une grande marque donc forcément ça coûte plus cher, moi ça me rassurait, mais peu importe ce que vous installez comme marque, ce qui est important c'est de vérifier qu'il y ait bien le marquage CE qui garantit que l'équipement il va vous protéger en cas de problème et ça permet de s'assurer vraiment qu'il n'y a pas de souci et donc de trouver des marques qui sont quand même beaucoup moins chères. Et j'ai aussi une autre astuce pour économiser de l'argent quand vous faites des achats en ligne, c'est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo mais je vais aller sur le PC pour vous en parler. Pour économiser de l'argent sur vos achats en ligne, vous pouvez utiliser Igral, c'est une plateforme qui vous permet d'avoir du cashback, c'est-à-dire que vous passez votre commande en ligne comme d'habitude et il y a une partie du montant de votre commande qui vous est reversée dans une cagnotte Igral. Alors ça marche avec pas mal de sites e-commerce, notamment plusieurs dans le domaine du bricolage que moi j'utilise régulièrement, comme ManoMano par exemple où c'est possible de récupérer 2% du montant de ses achats. Il y a aussi Castorama ou encore Brico Privé dans le domaine du bricolage et il y a plein d'autres domaines. Alors la première fois que j'ai entendu parler de ce système j'étais un peu sceptique et je comprenais pas vraiment comment on pouvait recevoir de l'argent en faisant des achats. Mais en fait les sites e-commerce ont des accords avec Igral qui touchent du coup des commissions pour chaque vente et ensuite Igral va redistribuer une partie des commissions à ses membres. Alors je vais vous montrer rapidement comment ça marche sur ordinateur. Donc déjà il faut installer l'extension Igral sur son navigateur et ensuite quand on est sur un site e-commerce qui est compatible, on a un petit bandeau et on peut activer le cashback. Et ensuite on a juste à faire ses achats comme on fait d'habitude. Et au bout de quelques jours, le cashback de la commande sera reversé sur son compte Igral. Alors une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est l'affichage des codes promo disponibles sur le site, donc ça permet aussi de faire quelques économies assez régulièrement. Alors ce qui est bien c'est que c'est totalement gratuit, du coup vous avez juste à créer un compte, donc vous pouvez tester et vous faire votre propre avis, il n'y a pas besoin de rentrer sa carte bancaire ni rien. Et dès que vous avez accumulé 20 € sur votre cagnotte, vous pouvez récupérer l'argent par virement, PayPal ou chèque cadeau. Je vous mets un lien en description pour vous inscrire et si vous passez par mon lien, vous aurez un bonus de 10 € à la création de votre compte au lieu de 3 €. Bon et maintenant que je vous ai montré comment économiser de l'argent avec vos achats en ligne, je peux retourner vous expliquer les erreurs que j'ai faites sur mon électricité. Une autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai vraiment surestimé le nombre d'interrupteurs dont j'avais besoin dans la maison. Encore une fois, la maison elle est très petite, mais c'est assez tôt qu'il faut se décider sur où vont être les interrupteurs ou pas dans la maison parce que nous on a fait ça au moment de passer les gaines, donc avant qu'il y ait vraiment toutes les cloisons. Et à ce moment-là, il n'y a encore pas de meubles, il n'y a rien. Et on a eu du mal à s'imaginer où est-ce que c'était pratique de mettre ou pas des interrupteurs. Et finalement, on en a mis beaucoup trop pour être sûr. Par exemple, là, juste dans le salon, là, j'ai 4 interrupteurs pour allumer ou éteindre la partie salon. Dans la cuisine, j'en ai 3 pour la cuisine.
Donc c'est vraiment beaucoup trop, donc ce qui fait que c'est plus de fils électriques, c'est plus de gaines, c'est plus d'appareils, et au final c'est un surcoût et qui est vraiment pas utile du tout. Le problème nous qu'on a eu aussi, c'est que la maison elle est un peu atypique parce que c'est pas juste une porte, on rentre dans une pièce et on ferme, donc on peut mettre l'interrupteur à l'entrée. Là tout est un peu ouvert, donc on savait pas trop comment on allait circuler dans la maison, comment ça allait se passer pour que ce soit pratique. Mais en tout cas, si les pièces sont pas trop grandes, c'est pas la peine non plus de mettre des interrupteurs partout, faut juste réfléchir à ce qui est le plus pratique et essayer de pas trop en mettre. Et du coup vraiment celui qui est indispensable, c'est à l'entrée de la maison, parce qu'en rentrant, en partant, pour éteindre. Par contre les autres clairement ils sont pas indispensables. Pareil pour la cuisine, il y a un seul à l'entrée, ça aurait été suffisant en fait de la cuisine, et après il y a au pire 3 ou 4 mètres à faire pour aller chercher un interrupteur. Donc moi l'idéal je trouve que c'est vraiment de les placer à l'entrée des pièces, même quand c'est des pièces ouvertes où il n'y a pas forcément une entrée bien définie. L'autre erreur que j'ai faite, c'est que du coup là, vu que j'ai 4 interrupteurs dans cette pièce, j'ai dû utiliser un télérupteur pour commander les lumières. D'ailleurs j'ai une vidéo dédiée sur comment faire le branchement des interrupteurs suivant si on a un seul interrupteur, si on a un va-et-vient, 2 va-et-vient, 3 va-et-vient, jusqu'à 4. Et donc là, moi du coup, pour mettre 4 interrupteurs, j'ai besoin d'un télérupteur. Donc c'est un petit module qui se trouve dans le tableau électrique et donc qui permet de piloter mes lampes de salon avec autant d'interrupteurs que je veux. Le problème de ça, c'est que ça fait un petit peu de bruit parce que c'est un système mécanique et du coup, on l'entend, et quand c'est la nuit, on l'entend aussi, et c'est pas forcément très agréable. Surtout que moi du coup, mon tableau électrique, il est vraiment à l'intérieur de la maison. J'aurais pas ce problème-là si par exemple j'avais installé dans un garage. Et en plus de faire du bruit, le télérupteur ça coûte quand même assez cher, donc vraiment là j'aurais clairement pu m'en passer. Alors c'est pareil au niveau du nombre de spots et de points lumineux dans les pièces, on a quand même vu très très large au moment de faire l'installation. Là c'est pareil, c'est super dur de se rendre compte par rapport à la taille des pièces, par rapport à comment ça se passe une fois qu'on vit dedans, de quelle quantité de lampes et de spots on va avoir besoin. On avait fait une vidéo dédiée sur le sujet où on expliquait un petit peu les calculs avec les lumens, les lux, etc. Par rapport à la taille des pièces, par rapport au type de pièces, sur l'éclairage aussi, donc je vous mets le lien en description. Donc à chaque fois les recommandations c'est des fourchettes, et nous souvent on avait pris la fourchette haute pour faire nos choix, et au final ça éclaire quand même très très bien dans la maison, et on aurait pu mettre un petit peu moins de spots à pas mal d'endroits, ça aurait été suffisant. Et le fait de mettre moins de spots et de points lumineux, évidemment ça fait des économies sur chaque point lumineux, et pareil au niveau des fils ça fait moins de fils à utiliser. Et si on met moins de points lumineux aussi, on va pouvoir faire des économies au niveau des disjoncteurs, parce qu'on aura besoin d'un petit peu moins de disjoncteurs, ou des disjoncteurs de calibre un peu en dessous qui coûtent moins cher. Sinon, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des boutons qui permettent d'avoir plusieurs niveaux d'éclairage, donc soit avec des variateurs pour faire varier l'éclairage, soit avoir plusieurs zones qu'on peut allumer ou éteindre en fonction du moment de la journée, en fonction des besoins qu'on a en luminosité. À l'étage, j'ai installé des variateurs sur les deux parties, sur la partie filet et la partie chambre, et je vais vous montrer ce que ça donne, j'en suis super content. À l'étage, j'ai installé des spots, et comme la maison elle est faite, en fait j'ai pas de comble perdu, donc je pouvais pas passer mes spots, j'avais pas beaucoup de place. Là il y a quasiment directement l'isolant du toit, et du coup ce qu'on a voulu faire pour perdre le moins de place possible, c'est installer des spots extra plats comme ça. Donc il doit faire à peu près 15 mm d'épais. Sauf qu'on s'est rendu compte que les spots sont ultra plats, mais les transformateurs qui vont avec sont beaucoup plus épais. Donc déjà il faut se méfier parce que sur la boîte ils mettent en avant l'épaisseur du spot, mais c'est ça aussi qui compte pour qu'on ait la place de tout mettre. Et surtout, même si le transformateur il passe, il faut faire attention parce que le transformateur il va chauffer, et s'il est en contact direct avec l'isolant, ça va poser problème. Et donc généralement ce qu'il faut faire, c'est installer des espèces de cloches au-dessus des spots ou des transformateurs pour pas que l'isolant soit directement en contact avec le transformateur et éviter les risques d'incendie. Sauf que si on fait ça, il faut beaucoup plus d'espace, alors que là on avait que 25 mm à peu près. Donc nous ce qu'on a décidé de faire à l'époque, c'est d'enlever ces petits transformateurs là, de garder que le spot et de mettre un seul gros transformateur dans le local technique qui alimente tout. Alors l'avantage de faire ça déjà, c'est que ça permet de faire potentiellement des économies si on n'achète que les spots au départ et qu'on met un seul gros transformateur, ça peut revenir moins cher. Mais l'inconvénient, c'est que tout le réseau il est en courant continu et plus en alternatif, et du coup suivant la longueur des fils, on va être obligé de passer sur une section de fils plus grosse, et donc ça va coûter plus cher, donc il faut bien faire les calculs. Mais surtout il faut faire attention au moment de la conception des plans, de bien prévoir l'espace nécessaire pour passer le spot, pour passer éventuellement les transformateurs, et qu'il n'y ait aucun risque d'incendie, parce que nous on s'en est rendu compte un petit peu tard. Et sinon l'autre solution c'est de descendre le plafond pour laisser plus de place, mais là déjà à l'étage il n'y a pas beaucoup de place, donc si on descendait encore de 10-20 cm on perdait beaucoup de place pour pas grand chose. Bon, si vous êtes un peu écolo comme moi, vous savez que les appareils qui tournent en veille ça consomme beaucoup, ça peut être jusqu'à 10% de la consommation annuelle d'une facture d'électricité, donc c'est énorme. Et si vous n'êtes pas écolo, vous avez sûrement envie de faire des économies, donc c'est intéressant de pouvoir couper les appareils qui sont en veille. Donc au moment de faire mon installation électrique, je m'étais dit que j'allais installer des interrupteurs au niveau de chacun de mes blocs de prise, comme ça je pourrais couper tout le bloc de prise en une fois et donc couper tous les appareils qui sont en veille, donc sur la télé, sur le PC par exemple. Sauf que j'ai regardé et la norme elle autorise pas ça, maximum sur un interrupteur on peut mettre seulement 2 prises commandées, donc ça m'aurait fait vraiment beaucoup trop d'interrupteurs sur toutes mes prises.
Donc j'ai pas fait ça pour les prises, par contre je me suis installé des petits blocs pour recharger tous mes appareils qui sont en USB parce qu'il y en a de plus en plus, que ce soit mes caméras, les téléphones portables ou ce genre de choses. Alors c'est vachement pratique ce type de chargeur USB, sauf que le problème c'est qu'il y a une petite consommation électrique tout le temps en permanence, donc ça me plaisait pas trop. Et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai installé un interrupteur qui me permet d'allumer ou d'éteindre mon petit chargeur USB. Bon, un truc qui est vraiment super important, c'est de bien tout noter quand on fait son installation électrique. Moi j'ai vu déjà entre le moment où j'ai passé les gaines électriques dans les murs et le moment où j'ai installé les interrupteurs, les prises et tout ça, il s'est écoulé un peu plus d'un an et demi. Et déjà c'était galère, je me rappelais pas de tout ce que j'avais fait et je me rappelais pas pourquoi j'avais fait certains choix. Donc vraiment super important de tout noter. Moi j'ai vraiment tout noté de plusieurs façons. Donc déjà je me suis fait des schémas au moment de passer les gaines avec toutes les couleurs des fils, tout simplement avec des feutres. Toutes mes gaines, j'avais mis des scotch de chaque côté pour noter les noms. Et donc ça m'a permis de retrouver assez facilement plus tard, quand j'ai fait mes branchements de prise d'un interrupteur, qu'est-ce qui correspondait à quoi. Je vais vous montrer un autre truc que j'ai fait que je trouve hyper pratique. C'est qu'au fond de chacune de mes petites boîtes jaunes, j'ai mis un chiffre. Et donc dans ma maison, chaque boîte jaune a un chiffre. J'ai un petit schéma qui représente ma maison. Et donc à chaque fois, je peux voir là ma boîte 23, ça correspond à ici mon plan de travail. Et après je vois cette boîte là à quelle autre boîte elle est connectée. Et tout le circuit en fait jusqu'à la GTL. J'ai aussi fait un autre schéma avec tous mes disjoncteurs pour savoir à quel circuit ça correspond, et c'est pareil, à chaque fois je sais vers quelle boîte jaune ça commence et après donc je peux remonter tout le circuit. Donc en fait peu importe ce qui arrive dans ma maison, grâce à tous ces schémas je peux retrouver assez facilement où est-ce que tous mes circuits passent et donc dépanner facilement. Si je viens de rajouter des choses, je peux aussi les rajouter facilement sans galérer. Et je sais que même dans quelques années, quand j'aurai besoin de retoucher au circuit, que je ne me rappellerai pas du tout de ce que j'ai fait, je pourrai assez facilement m'y retrouver. Là pour l'instant c'est en version papier, mais je vais tout faire au propre sur l'ordinateur. Et ce qui est important, c'est de ne pas les garder sur l'ordinateur parce que dans 5 ou 10 ans, j'aurai probablement changé d'ordinateur et je ne vais jamais les retrouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les imprimer et je vais les mettre dans la porte de ma GTL. Comme ça, moi je suis sûr de les retrouver quoi qu'il arrive. Alors c'est pas obligé d'être aussi détaillé dans les schémas et les prises de notes, mais moi je vous conseille de le faire. Mais en tout cas, il y a au moins un schéma minimum à faire unifilaire de toute l'installation parce que ça c'est exigé par la norme. Et puis à certains endroits de mon installation aussi, quand vraiment il y a des trucs pas très clairs ou pas très courants et que je suis pas sûr de pouvoir retrouver dans quelques années ce que j'ai fait, je vais installer ce genre de petit marqueur qui vient se clipser sur mes fils électriques. Et donc pareil, je vais mettre dans mes notes à quoi ça correspond chaque marqueur et donc ça m'aidera à m'y retrouver. Bon alors souvent les gens ils ont un petit peu peur de faire l'installation électrique parce que c'est un truc qui paraît vraiment très compliqué, c'est un truc aussi qui touche à la sécurité, si jamais c'est mal fait, déjà il peut y avoir des incendies et puis on peut aussi mourir, donc c'est pas très cool. Mais en fait je me suis rendu compte en faisant l'installation que c'était pas si compliqué pour plusieurs raisons. Déjà parce que la norme elle est assez bien faite et assez sécurisée, notamment aussi parce que on va trouver pas mal d'informations sur les sites des fabricants avec des choses résumées sans qu'on ait besoin de lire la norme en détail avec des termes techniques. Et puis en fait la plupart des choses qu'on va installer c'est assez bien pensé. Par exemple sur les disjoncteurs comme ça, le neutre il est repéré avec un petit N, donc on peut difficilement se tromper. Et pareil sur les blocs de prise des interrupteurs, à chaque fois on va avoir des codes couleurs qui vont nous aider à pas nous tromper. Il n'y a aussi aucun calcul quasiment à faire sur la section des fils, sur les calibres des disjoncteurs. En fait on peut suivre un petit peu les schémas et les conseils des fabricants, les trucs standards. Et donc tant qu'on reste un petit peu dans les trucs classiques d'installation, donc ce qui est le cas pour la plupart des maisons, on n'a pas trop de questions à se poser, on suit les recommandations et il n'y a pas de souci. Moi j'ai aussi utilisé un très très bon livre où j'ai trouvé tous les schémas, que j'installe un va-et-vient, un télérupteur, une prise, même les volets roulants, tout ça. À chaque fois il y a des schémas avec des couleurs, donc il suffit de regarder à la bonne page le bon schéma et de suivre ça pour faire son installation. Il n'y a pas trop de questions à se poser au final. Et puis l'autre truc intéressant, c'est que quand on fait son installation soi-même comme ça, avant de pouvoir être raccordé au réseau public d'électricité, on va être obligé de passer par ce qu'on appelle le consuel. C'est tout simplement un organisme qui va venir vérifier que l'installation elle est aux normes. Et donc là, ils vont vérifier qu'on a suivi les recommandations de la norme et donc que l'installation est en sécurité avant de pouvoir se brancher. Donc même si on n'est pas très confiant, on sait qu'il y a cette étape de vérification qui est faite par un organisme externe. Bon, comme je vous ai montré, moi sur pas mal de points, j'ai vu très très large sur ma maison, notamment parce que j'avais jamais construit une maison avant, donc je savais pas trop, c'était un peu la surprise au fur et à mesure. Je ferai un peu différemment si c'était à refaire et voilà, je vous conseille de bien réfléchir à toutes ces questions-là si vous faites votre installation, notamment si vous voulez économiser pas mal d'argent. Mais par contre, l'avantage d'avoir vu large, c'est que je vais pouvoir faire assez facilement évoluer mon installation si j'ai d'autres besoins au fil du temps. Alors moi, c'est quasiment fini la partie électrique, il va me rester tout ce qui est la partie télécommunication à faire. Évidemment, je vais vous faire une série de vidéos là-dessus. Si vous voulez voir en détail comment j'ai réalisé mon installation de A à Z, je vous conseille d'aller voir la première vidéo sur ce sujet où je passe les gaines électriques et où je passe les fils. Et n'oubliez pas, je vous ai mis le lien pour Igral en description et en passant par mon lien, vous aurez 10 € d'offert à l'inscription au lieu de 3. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous dis à bientôt les pingouins!